aujourd'hui, on va parler d'un moyen d'aller mieux, à condition de maintenir une conscience aiguë et d'être attaché à notre statut d'humain. Voilà. J'en dis pas plus, on verra avec nos invités si c'est pas trop réducteur ce que je dis là, mais en tout cas, on va parler de réalité virtuelle et de ses bénéfices sur la santé. Alors, mes invités aujourd'hui sont d'une part une neurobiologiste, Madame Vidal, qui est avec nous. Elle est l'auteur d'un petit manifeste que je vous recommande, dont je vous recommande vivement la lecture. Ça vient, voilà, il est là. Et ça pose cette question, nos cerveaux resteront-ils humains? Ça se lit, mais comme un roman. Moi, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le recommande. C'est quand même une bonne nouvelle de savoir que les scientifiques savent aussi raconter des histoires, et ça, c'est chouette. Voilà. Donc, ça, c'est notre première invitée. Nous allons également accueillir Alexandre Ibanez. Alexandre Ibanez est le cofondateur, le PDG de VR Connection, dont la raison d'être est de se mettre au service des entreprises, c'est ça, d'abord, hein, pour qu'elles améliorent leur stratégie numérique, pour qu'elles puissent bénéficier du partage de contenu, hein, que ce soit des gros groupes ou des startups. Tout cela à condition, là encore, de respecter une éthique. Hein, et ça tombe bien parce que c'est un des sujets dont nous allons parler aujourd'hui. VR Connection est à l'origine d'une charte éthique, hein, d'une charte de recommandation éthique dont vous nous donnerez, Alexandre, les contenus. Autre invité, Laurent Dauphès. Laurent Dauphès, c'est le PDG de Mediavita. Alors lui, c'est génial parce qu'en fait, il a un truc, j'ai découvert qu'il a mis au point un système pour aller mieux en 8 minutes, c'est ça ? 8-15 minutes. Vous savez que vous avez des micros et ça serait... Entre 8 et 15 minutes, oui. Voilà, c'est un jeu en VR qui permet aux gens de se calmer entre 8 et 15 minutes, surtout si on n'a pas envie de se calmer. Alors tout ça, c'est pas de la magie, hein, tout ça, c'est pas de la magie dans un contexte de maîtrise nécessaire des dépenses de santé, mettre au service de notre santé la VR, bah, ça a un coût. Mais si la VR pouvait permettre une meilleure prévention, une meilleure prévention des maladies, et ben là, la Sécu et les assurances en général pourraient y trouver leur compte. C'est une des choses que vous allez nous expliquer, c'est ça? Karim Ould Kassi, vous êtes de la fondation MGEN, directeur scientifique du groupe Vive. Voilà, un des partenaires de cette table ronde. Donc avant d'entrer dans ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la réalité virtuelle et ses effets bénéfiques ou pas sur notre bien-être, sur notre santé, votre réaction au film a commencé par vous, Catherine Vidal, parce que vous étiez juste à côté de moi. Et franchement, je vous ai senti... Ah oui, parce qu'on navigue entre la fiction et la réalité. Et derrière, il y a énormément de fibres émotionnelles. Hein. Le film est extrêmement bien fait. Et je crois qu'un de ses mérites, c'est vraiment de poser des questions de quel type de relation peut-on instaurer entre des êtres qui relèvent de la réalité virtuelle avec des programmations associées à l'intelligence artificielle, et comment ces êtres, qui ne sont que des dispositifs artificiels, interagissent avec les humains. Et on voit bien que c'est une question extrêmement délicate, parce que, évidemment, dès qu'il y a de l'humain, rien n'est programmable, rien ne peut être mis en équation, rien ne peut être complètement prévu. Et le problème est bien, justement, d'avoir affaire à des systèmes d'intelligence artificielle ou assimilés qui sont dans des situations qui vont prendre des décisions. Le problème, c'est est-ce que ces dispositifs, quelle légitimité peut-on leur accorder pour prendre des décisions?
Et en l'occurrence, prendre des décisions à la place des humains. Et ça, c'est vraiment le point central, à mon avis. Pour vous, Alexandre Ibanez, cofondateur, je le rappelle, de VR Connection, d'abord, est-ce que ça existe ? Ça, ça n'existe pas à l'heure actuelle. Bon, hein. On en est même très très loin. Mais loin. Mais ça veut dire qu'il y a quand même un certain nombre de techniciens en fait, qui réfléchissent à ça. Là où on en est loin, on n'est pas loin de ce qu'on a vu là. On est loin de la façon dont c'est présenté. Ah. Aujourd'hui, on serait très capable déjà de faire ce qu'on appelle une intelligence artificielle qui serait capable d'aller aussi loin que ce qu'on le voit aujourd'hui dans le film. La différence, c'est qu'elle ne pourrait pas prendre cette décision-là si elle n'a pas été programmée pour prendre cette décision-là. Parce qu'il n'y a aucune... Justement, on en parlait très bien tout à l'heure, mais c'était... La décision, le système de décision, une intelligence artificielle ne prend pas de décision. Elle raisonne selon une logique. Donc, oui, mais laquelle logique a été programmée. A été programmée par... Ça ne sort pas du chemin qui est écrit par l'humain, en fait. C'est ça la grosse différence. On parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est plutôt une arborescence de décisions préécrites aujourd'hui. L'intelligence artificielle, le mot en soi est faux déjà. Donc ça veut dire que c'est invraisemblable, ce scénario-là ? Il est invraisemblable ? Tel qu'il est présenté, il est invraisemblable. C'est-à-dire que... Alors, ce qui serait possible, c'est qu'il y ait une personne mal intentionnée qui, à l'intérieur, ait écrit ça dans le code. Mais le code ne s'écrit pas tout seul aujourd'hui. Oui, mais on peut envisager un bug. C'est ce qui est envisagé dans le scénario. Ça est buggé. Oui, mais là, ce que je dis, c'est qu'il faudrait que ça soit écrit. Cette décision-là, elle a déjà été... évaluée et on l'a inscrite dans la démarche possible. Le bug a été inscrit, c'est ça ? L'erreur est humaine en fait, encore une fois. C'est-à-dire que l'erreur ne peut pas venir de la machine. L'erreur vient de l'humain qui derrière a codé la possibilité de. D'accord, ok. Bien, et vous ? Il faut savoir deux choses, c'est que, et c'est ce qui est très bien dit par Alexandre, c'est une intelligence artificielle n'est pas intelligente. Elle ne l'est que parce que des êtres humains ont rempli des arborescences de décisions. Lorsqu'on demande à une intelligence artificielle de reconnaître par exemple des visages humains ou des expressions, c'est qu'au préalable, il y a des humains qui ont cliqué sur des photos, qui disent voilà à quoi ressemble un visage qui sourit, voilà à quoi ressemble un visage qui est triste, et ainsi de suite. C'est comme ça que fonctionne l'intelligence artificielle. Toutes les intelligences artificielles, tous les moteurs sont d'abord habilités à enregistrer des décisions humaines. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, par rapport au scénario, il y a, en littérature de science-fiction, il y a un monsieur qui s'appelle Isaac Asimov qui a créé les lois de la robotique. On y revient toujours sur l'intelligence artificielle, qui sont 3 lois qui empêcheraient, en gros, à un robot ou une intelligence artificielle de faire du mal à un être humain. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'à travers toute sa littérature, il a trouvé toutes les exceptions paradoxales où un robot pouvait quand même faire du mal à un être humain ou carrément être utilisé comme outil dans des meurtres. Exemple ? Vous avez une scène comme ça qui vous a marqué ? Un exemple, c'est en fin de compte, c'est pour la première règle de la robotique, c'est aucun robot ne peut faire du mal à un être humain. Et la deuxième règle de la robotique, c'est aucun robot ne peut être mis en danger par un être humain. Et donc, à un moment, on peut arriver à un paradoxe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une mise en danger du robot par l'être humain et donc de tuer l'être humain de ce fait. Voilà. C'est le paradoxe de l'automobile aussi. Oui, exactement. Oui, la voiture. Est-ce que je tue la personne qui est dans la voiture ? Est-ce que je tue la grand-mère qui est en train de traverser ? Est-ce que je tue... est-ce qu'il y a un quart d'enfants dedans ? Quelle est la décision que prend l'intelligence artificielle, et donc du coup elle tue quelqu'un à la fin. Et ça doit être programmé, c'est-à-dire qu'on doit donner la variable à l'intelligence artificielle en train de lui dire quelle est la valeur. La valeur, est-ce que c'est une valeur d'un enfant 5 ans parce qu'il a un potentiel, ou la valeur d'une personne qui a 90 ans avec sa mémoire et la possibilité de transmettre son expérience. Donc ça veut dire qu'il y a un paramètre à un moment qu'on a induit en tant qu'être humain dans la variable, de se dire, et je pense que ce serait une compagnie d'assurance qui ferait ça, et qui dirait, en gros, en fin de compte, le choix, c'est de savoir à qui je devrais verser le plus d'argent. La réponse. C'est ça la variable. La réponse, merci. Excusez-moi, il y a aussi le problème, ce que vous soulevez, c'est le problème de la morale. Ouais. C'est-à-dire, les êtres humains sont des êtres de morale. Les êtres humains sont des êtres sociaux, et qui dit société dit morale qui gère l'organisation de la société. Et ça, c'est absolument pas reproductible par
aucune intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Voilà, donc ça c'est un des thèmes que vous développez dans votre ouvrage, hein, Catherine Vidal. J'aimerais avoir la réponse à la question posée par Laurent. Par Laurent. Je confonds tous les prénoms aujourd'hui. Donc Karim Oulkassi, j'aimerais savoir, vous donnez la prime à qui, vous, alors ? Je crois que c'est beaucoup d'importance donnée aux assurances, puisque là, effectivement, on touche à des composantes sociales, des choix de société en tant que ça aurait tels. pu devenir un pote. Mais... Voilà, et je ne crois pas que ce soit que aux assurances de réfléchir à la question. Mais par rapport à ce que vous disiez, par rapport à ce film, c'est vrai qu'on en est très très loin aujourd'hui. Très clairement, l'intelligence artificielle, effectivement, on peut disserter sur ce que c'est et ce que ce n'est pas, mais de façon très caricaturale, en réalité, ce qui nous paraît extrêmement... compliqué est en réalité facile pour ce que l'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, par exemple un jeu d'échecs ou ce genre de choses. Par contre, il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui pour l'intelligence artificielle que, par exemple, de ramasser cette télécommande sur la table, parce qu'il y a effectivement l'environnement à appréhender. Et tout un tas de données justement à incorporer. Et précisément, ce que l'on dit pour caractériser l'intelligence artificielle, c'est la notion d'autonomie. Donc c'est effectuer un élément seul, et aussi la notion d'adaptativité, c'est-à-dire il y a finalement plus ce geste est réalisé et plus finalement ce geste est amélioré en tant que tel. Et là on se rend bien compte que dans ce film il y a tout un nombre de tâches qui nous paraissent certes simples, comme ramasser le couteau, ouvrir le frigo, arrêter la personne. Et tout cela, effectivement, de manière cumulée, est aujourd'hui impossible à faire. Ça c'est clair. Mais effectivement, on verra comment les choses évolueront. Je vous trouve super raisonnable. Parce que je suis persuadée que le game designer que vous êtes, vous, par exemple, il a jamais fantasmé sur l'idée de mettre au point... un robot qui nous ressemble. Moi, par exemple, j'ai 3 enfants. Il m'est arrivé d'avoir, lorsqu'ils étaient petits, envie d'avoir quelqu'un à la maison qui fasse tout sans prendre ma place affective. Ça m'est arrivé. Voilà. Donc, je vous trouve vraiment... j'ai l'impression quand même que toutes ces choses vont extrêmement vite et que ce qui nous paraît complètement invraisemblable là aujourd'hui pourrait finalement nous tomber sur le coin de la figure assez rapidement. Poser la question en tant que game designer, je dirais oui et non. Oui, parce qu'on a le fantasme de pouvoir créer la meilleure interaction possible, etc. Et forcément, c'est en rapport avec la technologie. Non, parce qu'on a une responsabilité en tant que game designer, et c'est ce dont parlait Madame Vidal, c'est qu'on est des êtres humains avec une morale. Ce qui fait qu'à un moment ou un autre, la technologie, qu'est-ce que je lui apporte comme sens et de quelle manière je m'en sers. Donc nous, par exemple, en réalité virtuelle, et c'est ce qu'a fait aussi avec Alexandre Ibanez avec VR Connexion, c'est un moment de se poser la question on a des technologies. Ces technologies peuvent nous permettre d'aller très très loin dans ce que l'on peut suggérer sur l'être humain, ou même en tant de comportement ou de rapport avec les êtres humains. On pourrait même parler d'analyse de data et de savoir ce qu'on peut en faire demain. Les algorithmes, le rapport aux algorithmes, le rapport aux choix et aux intelligences artificielles. La question, c'est de savoir, moi, quelle est l'intention que je mets en tant que game designer. Et j'ai une responsabilité, comme n'importe quel scientifique peut avoir une responsabilité par rapport à l'utilisation d'un process scientifique sur l'humanité. Donc on a une responsabilité à la fois morale et déontologique sur l'outil que l'on crée. Et avoir cette responsabilité-là, déjà, a priori, de la création d'un outil comme une intelligence artificielle qui doit réagir et s'adapter à un comportement humain, il faut y créer une intention. Et s'il n'y a pas d'intention, et même si on pourrait dire que c'est un gros mot, moral, derrière, il y a un problème. On peut faire n'importe quoi des intelligences artificielles, et je ne pense pas, en tout cas en tant que personne, aujourd'hui que c'est mon rôle. Mon rôle, au contraire, est de responsabiliser ce choix décisionnaire. Bien, alors maintenant on va en venir à ce pourquoi on s'est rassemblés, c'est-à-dire les usages thérapeutiques de la réalité virtuelle. Avant cela, j'aimerais avoir une définition de la réalité virtuelle. C'est quoi ? Alors, je peux me permettre de répondre. Vous n'avez peut-être pas forcément la même, tous. Je pense que d'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont pas la même. Je vais revenir juste très rapidement sur ce qui a été dit juste là, ce qui est très symptomatique en fait de la vision qu'ont aujourd'hui le grand public des nouvelles technologies. C'est que là, on parle de réalité virtuelle, et là, tout le film est sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, une des problématiques majeures, et quand on voit justement la vision du grand public sur l'intelligence artificielle, on a peur de ce qu'on vient de voir là. Ça fait très peur.
Aujourd'hui, ça, ce n'est pas possible, et c'est ce qu'on montre. En revanche, il y a des choses qui existent aujourd'hui, qui sont dangereuses véritablement, comme on va en parler effectivement du sujet de la réalité virtuelle là, mais que personne n'est au courant. Et c'est justement la responsabilité des gens qui travaillent à l'intérieur et qui connaissent les tenants et les aboutissants de ces technologies, de préserver le grand public des possibilités qui existent sur ces technologies et de ces risques qui sont réels, mais auxquels on ne pense pas. Alors on va parler effectivement de la réalité virtuelle. C'est quoi la réalité virtuelle? C'est une simulation numérique d'un environnement dans lequel on va pouvoir interagir complètement. C'est, je mets un écran devant mes yeux et je peux me déplacer à n'importe quel endroit du monde, réel ou irréel, dans toute la planète, faire plein de choses, me déplacer, voir être en haut de la tour Eiffel sans bouger. C'est ça la réalité virtuelle. Et c'est d'autant plus intéressant que, comme nous l'explique Catherine dans son ouvrage, notre cerveau est une merveilleuse machine d'une plasticité extraordinaire. Et j'ai eu la confirmation de ce que j'espérais, que rien n'est joué avant 6 ans. C'est pas vrai. L'environnement, notre environnement est d'un impact essentiel, Catherine. Oui, là, on change un petit peu de sujet, mais non, mais sinon, on ne peut pas comprendre l'impact de la réalité virtuelle si on ne comprend pas que notre cerveau est hypersensible à son environnement. Enfin, d'une façon générale, un cerveau, ça ne marche pas tout seul. Un cerveau, déjà, il se trouve dans une boîte crânienne, laquelle appartient à un corps. Et le corps est en interaction avec le monde environnant. Donc, un cerveau tout seul, c'est absolument sans intérêt. Donc, ce qui compte, c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire, parce que maintenant, vu que les neurosciences sont très à la mode, on n'arrête pas de dire « Ah oui, mon cerveau refuse d'aller voir tel film parce que c'est trop violent. » Non, ce n'est pas le cerveau qui refuse, c'est la personne qui possède ce cerveau. Voyez, c'est toujours très important de vraiment rayer de nos expressions courantes. Mon cerveau ne veut pas, mes neurones ne sont pas d'accord. Non, 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 non. C'est la personne qui possède cet organe cerveau. Et parce qu'une personne, c'est quelque chose d'éminemment complexe, qui a un passé, qui a son appréciation du vivant, du réel, et qui se projette dans l'avenir. Enfin, une personne, c'est d'une merveilleuse et très belle diversité et complexité. Et comparativement à ça, tout ce qui est intelligence artificielle et compagnie, mais alors c'est d'un triste. C'est d'un triste, sauf que quand on a mal, et très très mal, la réalité virtuelle, et ça a été un des plus... une meilleure nouvelle que j'ai eue en préparant cette table ronde, c'est qu'effectivement, ça peut largement contribuer à soulager la douleur. J'aimerais qu'on commence par ça et par les expériences que vous avez en le domaine. Karim, peut-être, oui. Oui, juste effectivement, pour évoquer les aspects thérapeutiques de la réalité virtuelle, il y a effectivement cette notion d'immersion qui est permise grâce aux créateurs de ces solutions, qui permettent finalement à une personne d'être absorbée dans cet environnement virtuel. Donc de tromper son cerveau, finalement, la réalité virtuelle permet de déjouer. Alors oui, en fait, c'est vraiment vivre dans un autre monde, entre guillemets. Donc c'est vraiment, il s'agit de cela. Et effectivement, on va aller travailler sur les perceptions, donc visuelles, auditives, kinesthésiques, donc les sensations, et puis aussi sur les imaginations. Et à partir de là, donc justement cette entre guillemets absorption, on va pouvoir effectivement placer la personne dans différents environnements propices justement à un certain nombre d'actions dites thérapeutiques ou préventives. Alors parmi effectivement les thérapeutiques, vous avez évoqué la douleur. Ça peut être utilisé, je dirais, comme un complément au traitement en tant que tel. Donc c'est le courant de ce qu'on appelle les digital thérapeutiques, dont la réalité virtuelle peut être un outil. Donc c'est-à-dire qu'on essaie de concevoir finalement l'utilisation de la technologie comme un traitement médicamenteux, donc un traitement en tant que tel. Et puis toujours pour rester sur l'aspect douleur, peut-être qu'on évoquera d'autres aspects après. Sans les effets secondaires des médicaments alors, oui, mais antidouleurs. Catherine n'est pas trop d'accord. Ouais, c'est tant mieux, ça tombe bien. Oui, mais encore faut-il effectivement
regarder les autres effets secondaires potentiels. Enfin, peu importe. Mais disons que concernant cet aspect de digital thérapeutique, l'idée, c'est finalement d'appliquer les méthodologies classiques qu'on utilise en médicaments, essais cliniques, etc., pour prouver finalement de l'efficacité de ces traitements dits technologiques. Et puis à côté de cet aspect purement thérapeutique, on a un aspect qui est, on va dire, de confort, toujours pour évoquer la notion de douleur, où on n'est pas sur la composante traitement en tant que telle, mais dans une forme de détournement d'attention. Et on peut utiliser cela, par exemple, avant de réaliser pour le coup une anesthésie ou avant de réaliser un geste qui pourrait être perçu comme anxiogène. Mais ça peut vraiment remplacer l'anesthésie? Alors non, ah bon? pas en tant que tel, mais ça peut être effectivement un complément avant justement un geste anesthésique ou pour détourner l'attention. L'exemple trivial que l'on cite, c'est un enfant, quand on va lui faire un vaccin, eh bien, il y a des outils de réalité virtuelle qui permettent finalement de placer l'enfant dans une forme de jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, par exemple, c'est un super-héros qui doit prendre finalement sa piqûre pour qu'il devienne encore plus super-héros. Et voilà, ça fait partie de ces genres de... Oui, non, mais on lui raconterait une histoire, ce serait un peu pareil, non? Et alors, c'est une excellente question, parce que justement, alors forcément, les chercheurs essayent d'aller regarder, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? Et effectivement, il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a une méta-analyse qui est sortie justement sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour détourner l'attention des enfants en pédiatrie. Bon, il y a la conclusion de la méta-analyse, c'est en fait, on n'arrive pas à prouver de manière globale d'efficacité de ce point de vue-là, mais ça a adapté effectivement au contexte et surtout on remplace ça par rapport à quoi? Par rapport à quoi est-ce qu'on remplace effectivement cette réalité virtuelle? Est-ce que c'est par rapport à une histoire? Est-ce que c'est par rapport à un des parents qui vient tenir la main à l'enfant? Est-ce que c'est par rapport au médecin qui a effectivement un savoir-faire dans la distraction de l'enfant? Donc voilà. Donc oh non, mais là je suis un peu déçu. Moi je pensais vraiment. Bah non, mais si moi je pensais vraiment qu'il y avait des immersions possibles avec des. C'est pour ça que j'allais vous demander quel type d'histoire il faut nous raconter pour qu'on oublie que quelqu'un qui souffre d'un cancer des os oublie qu'il hurle de douleur. Enfin, Après, il y a l'exemple qu'on donnait là par exemple pour les vaccins. Il y a d'autres exemples et il y a d'autres études qui ont été faites, type dernièrement aussi, il y a 1 ou 2 mois, sur des grands brûlés. Où en fait, c'est pour ça que c'est une méthode qui ressemble énormément à l'hypnose. C'est-à-dire qu'on va toucher l'inconscient des gens et donc du coup on arrive à les amener dans un état psychologique où ils ne ressentent plus la douleur. Mais quelle histoire on leur raconte? Qu'est-ce qu'on leur montre? Qu'est-ce qu'ils voient dans leur ça peut être plein de choses. Alors je vais peut-être essayer de répondre Laurent parce que lui il a créé une application qui est... Ok. C'est ça mon travail. En gros, nous, on a une spécialisation à InMediaVita, c'est le stealth learning, c'est l'apprentissage furtif. Comment je vous fais jouer à quelque chose et vous apprenez quelque chose sans avoir l'impression de l'avoir appris. Et en gros, oui, c'est raconter une histoire. Si je vous raconte une bonne histoire, vous allez apprendre une morale. Si je vous raconte le petit chapeau en rouge, vous allez vous méfier des grands méchants loups dans la forêt. Si je vous raconte des récits mythologiques, vous allez avoir des systèmes de lecture avec des archétypes qui vont vous permettre de comprendre la société. Oui, mais si j'ai mal, vous me racontez quoi? Justement, le problème, ce qui se passe, c'est que par exemple, il y a une société qui s'appelle HypnoVR qui fait de l'hypnose en milieu thérapeutique et dans les hôpitaux à Strasbourg et qui permet justement par un casque virtuel de créer des situations d'hypnose pour les enfants ou pour des personnes en situation de stress pour pouvoir justement diminuer le nombre d'anesthésies à utiliser avant une opération. Donc c'est très bien. Le problème, c'est que ça reste un support d'hypnose. Et c'est là nous on intervient. Nous on a proposé un jeu, donc Dawn là qu'on fait en démonstration. Le fameux 8 minutes dont je vous parlais tout à l'heure. Vous vous rendez très bien. Le principe, c'est en gros d'avoir ce qu'on appelle un modèle de game design, c'est-à-dire un modèle d'aventure. Nous, on a créé un monde qui ressemble à rien, qui est un peu psychédélique, et dans lequel, si vous ne respirez pas d'une certaine manière, avec un certain rythme, vous vous embêtez, quoi. Il ne se passe rien de bien, vous êtes dans le noir, vous entendez que des sons qui vous agressent, qui en plus font appel à votre cerveau reptilien, parce que c'est des sons de carnivores et tout. Et à un moment, c'est comme pour n'importe qui, vous avez envie de passer un bon moment. Au bout d'un moment, vous avez compris que pour passer un bon moment, qu'il se passe des choses sympas, vous devez respirer d'une certaine manière et bouger le moins possible.
Et là, il se passe plein de trucs géniaux. Et c'est super beau. Et c'est super mignon. Oui, mais il faut y arriver. Enfin, faut être déjà. Non, mais Catherine Vidal, il faut être déjà prédisposé. Il faut que notre cerveau soit prédisposé pour que ça marche. Ah non, c'est la frustration. Les gens, ils sont motivés pour qu'il se passe des choses bien, pas pour des choses méchantes. Il n'y a pas une recette universelle pour que ce que vous proposez soit plus ou moins efficace. Hein. Chaque personne arrive ça dure 8 minutes, hein, dans la période du 15 minutes. Bon, chaque personne va réagir différemment en fonction de sa personnalité. Bon, je pense que vous avez l'expérience que ça marche plus ou moins. Hein. Bon, il y a des gens, ça marche en 8 minutes et d'autres en 15 minutes. Voilà. Donc, non, mais il n'y a pas des règles un peu universelles? Non, il n'y a absolument aucune règle universelle. Je vous rappelle, si vous avez bien lu mon livre, que tous les êtres humains ont des cerveaux différents, parce que nos cerveaux se construisent progressivement en fonction des expériences vécues, en fonction des histoires personnelles, en fonction des apprentissages. Et comme personne n'a jamais vécu et traversé les mêmes expériences de vie, voilà pourquoi nos cerveaux sont tous très différents, que l'on soit homme ou femme. Et par exemple, les vrais jumeaux, hein, qui ont le même quadripoint génétique, ont des cerveaux complètement différents. Parce que, évidemment, les vrais jumeaux, peut-être même s'ils ont des parents qui veulent à tout prix les habiller pareil, néanmoins, quand ils sont à l'école, quand ils sont dans des tas d'environnements, ils vont vivre des choses différentes et leur cerveau va se construire en fonction justement de ce vécu. Donc, puisqu'il y a, et ça vraiment c'est extrêmement important, d'insister sur la notion de cette diversité cérébrale. Hein. On est 7 milliards d'individus sur Terre, ça veut dire 7 milliards de cerveaux différents, ce qui va de même avec le fait qu'il y a 7 milliards de personnalités différentes. Oui, mais moi je croyais avoir compris qu'on... Il n'y a pas de règle pour toute l'humanité par rapport à des fonctions aussi complexes que la notion j'ai peur de ça, mais par contre telle ou telle chose me fait plaisir. Enfin, vous voyez, on n'est pas des robots exactement programmés avec tel répertoire d'émotions qu'on va pouvoir ensuite moduler par tel ou tel effet. Pas du tout. Nous on génère en permanence, grâce à notre cerveau qui se modifie en permanence, on génère cette diversité qui fait qu'il n'y a pas de règles pour tous les êtres humains. Par contre, un cerveau comme c'est malléable, on peut lui apprendre quelque chose. Donc si on répète toujours le même schéma, la même répétition, où on apprend par l'expérience à avoir comme réflexe de se calmer face à des situations agressives ou des sons agressifs et que vous le faites de manière régulière, votre cerveau peut monter en compétence. Et c'est là où la répétition d'un jeu en réalité virtuelle peut avoir une influence, qu'elle soit bénéfique ou moi, positive. je veux bien essayer, mais moi, si vous me balancez dans les oreilles, dans les yeux, des trucs qui m'agressent, moi, j'arrache le casque et je fuis. Donc, c'est pour ça que je voulais savoir si, au-delà, effectivement, de cette diversité des humains, de nos cerveaux humains, il y avait une sorte des réflexes universels d'un humain à l'autre. C'est là où j'allais en venir, c'est que on va dire que l'utilisation en fait de ces technologies sur le cerveau, même c'est comme de la pédagogie à l'école. C'est pas parce qu'il y a des millions d'élèves différents qu'on n'arrive pas à apprendre une chose aux gens. Donc c'est exactement la même chose. Il y a une diversité, une infinité de cerveaux, ce qui n'empêche qu'il y a des méthodes qui permettent et qui sont prouvées, donc qui permettent de diminuer effectivement le niveau de douleur, qui permettent de soigner des phobies, qui permettent énormément de choses grâce à l'utilisation de les dépendances à l'alcool, la dépendance à l'alcool, au tabac. Voilà. On a des résultats, mais alors par exemple sur les phobies, c'est 2 à 3 fois plus rapide que des thérapies classiques aujourd'hui. Donc on a quand même des métriques et des méthodes qui nous permettent d'influencer tous les cerveaux, bien qu'ils soient différents, d'une manière similaire. Et juste pour les serpents, ça marche comment? Vous nous balancez des images vous nous mettez dans un trou avec... Ça va être justement ça, c'est des choses qui sont très intéressantes parce que même au niveau aujourd'hui de la création d'une expérience, c'est quel niveau de réalisme on va avoir besoin pour pouvoir que ça soit perçu comme du réel. Et effectivement, on va petit à petit vous mettre... alors le bon exemple, c'est la peur du vide, le vertige. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont le vertige. Pour se soigner du vertige, en réalité virtuelle, ça va très vite. Parce que on va vous mettre dans la situation en virtuel d'être au-dessus, tout en haut de la Tour Eiffel.
Et l'avantage qu'on a, c'est que votre inconscient va percevoir cette expérience comme réelle. C'est-à-dire que lui, il va se voir au-dessus de la tour Eiffel, il va avoir très très peur. Mais votre conscient sait que c'est irréel, puisqu'il sait qu'il est dans une simulation. Et donc, vous allez combattre votre inconscient via votre conscient. C'est des choses qui fonctionnent très très bien. Ah ouais. Et ça, c'est la même chose. Donc, par exemple, pour les serpents, je vous mettrai autour de serpents en réalité virtuelle. Mais je vous mettrai autour d'un petit serpent au début. Et c'est vous qui contrôlerez la taille du serpent. Et puis, c'est vous qui contrôlerez combien vous en mettez autour de vous. C'est ça. Et c'est ça la démarche aujourd'hui. Je vais avoir un petit serpent qui est un cube aujourd'hui, qui est 3 cubes. Puis après, je vais augmenter le réalisme. Je suis une vraie phobique. Et c'est vous qui maîtrisez la façon dont pas votre truc là. Non. Pour l'instant, non. En revanche, je veux bien qu'on parle des effets bénéfiques de la réalité virtuelle pour la formation des personnels soignants aussi. Parce que apparemment, ça a plein de vertus aussi pour mettre... notamment les jeunes internes à gérer des situations d'urgence. Voilà. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans le corps médical, le savoir est, on va dire, encyclopédique. Donc c'est vrai que on a plusieurs façons d'apprendre. On peut très bien s'enfermer dans une chambre et puis lire et puis d'essayer de régurgiter par cœur, ou effectivement on peut travailler sur les mises en situation en tant que telles. Et c'est vrai que la réalité virtuelle vient d'une certaine manière un peu changer ce paradigme-là, puisque en dehors de ce bourrinage, il y a effectivement je dirais le compagnonnage. On suit le professeur dans les services, on va au lit du patient, on regarde effectivement comment le professeur traite son patient, et puis ou la professeure. Merci Catherine. Merci. Et effectivement, ça c'est surtout maintenant le corps médical est exclusif et en majorité féminin, et c'est une bonne chose. Effectivement, et donc voilà, c'est le compagnonnage. Et comment est-ce qu'effectivement on dépasse la limite du compagnonnage, puisqu'il y a un ou une professeure et puis derrière il y a 10 internes qui suivent. Forcément, comment est-ce qu'on peut améliorer cela? Je lisais aussi des trucs ça m'a intéressé, c'est tragique, mais en cas d'attentat terroriste, d'avoir une expérience immersive de médecine de guerre, ce qui n'est quand même pas habituel dans nos pays. Oui, effectivement, c'est vraiment la mise en situation. C'est ça effectivement qui va d'une certaine manière améliorer la pédagogie. Et parmi les premières professions à l'avoir fait, on voit les pilotes de ligne, effectivement, qui s'entraînaient sur des simulateurs où on va simuler des situations problématiques, ce qui permet effectivement de s'entraîner à ces situations-là. Et c'est vrai que le corps médical et les professionnels paramédicaux ont vu finalement l'émergence de ces technologies. On peut citer par exemple à l'université Paris 5 le laboratoire Illumins, donc qui est rattaché à la faculté de médecine et qui effectivement permet aux étudiants de se confronter à de la réanimation, à des situations d'accouchement ou même à des situations de chirurgie en tant que telle. Il y a aussi un aspect très important, c'est l'enseignement. Si on prend justement les études de médecine, l'enseignement de l'anatomie. Très très longtemps, on a été obligé de disséquer des cadavres, ce qui n'est quand même pas une mince affaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle de l'anatomie virtuelle, c'est-à-dire grâce à tous les scans qu'on a pu obtenir, des scanners à rayons X ou des scanners IRM, on peut donc reconstituer le corps humain dans tous les détails en 3 dimensions. On peut faire des voyages à l'intérieur du corps. Vous rentrez par la bouche, vous sortez par l'anus et vous passez partout dans tous les coins. Vous pouvez aussi dans le cœur, vous voyez exactement l'intérieur du cœur, les valvules. Enfin, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Vous tournez autour. Enfin, vraiment, il peut y avoir aussi des casques de réalité virtuelle qui vont permettre aussi au chirurgien de guider son geste de façon la plus précise possible, parce qu'entre autres, en neurochirurgie, quand vous voulez vous rendre dans telle ou telle région du cerveau, il est extrême, ou s'il y a une tumeur par exemple, si vous n'avez pas cette aide de réalité virtuelle en 3D, qui aura auparavant donc scanné de façon très précise le cerveau de la personne, vous pourrez avec le scalpel tourner autour de la tumeur avec un geste extrêmement précis, de telle sorte que vous n'allez pas couper des vaisseaux sanguins ou des connexions entre les zones cérébrales. Enfin, c'est quelque chose, c'est immense comme apport pour la chirurgie et dans le domaine de la médecine en général.
Parmi les usages, je lisais aussi des choses sur l'accompagnement du handicap. Ça, je voudrais quand même qu'on en parle. Peut-être vous aviez envie d'évoquer ça. Et puis, l'accompagnement des personnes en fin de vie aussi, qui peuvent exprimer une ultime volonté, être dans une expérience immersive. Concernant la réalité virtuelle, on n'a pas sur le thème là, de la santé. Pour moi, il y a des choses importantes à dire. C'est que la réalité virtuelle va toucher 3 types de choses dans le domaine de la santé. Elle va toucher la formation, comme on en a parlé, et on en reparlera parce que c'est un des domaines les plus importants de la réalité virtuelle. On sait très bien que le cerveau humain apprend bien mieux quand il fait que quand il lit. De manière théorique, c'est l'apprentissage par le faire. Hein. Et en plus, le game designer ne me dira pas non, je suppose, mais l'apprentissage par le jeu, c'est totalement naturel chez l'être humain et chez les mammifères d'une manière globale. Donc la formation qui est hyper importante, on y voit tous les avantages de ne pas se mettre en difficulté, de ne pas utiliser des vrais corps, de pouvoir créer des situations de stress, parce que opérer quelqu'un à l'hôpital dans des très bonnes conditions ou opérer quelqu'un dans le camion des pompiers, c'est pas du tout la même chose. Il y a une deuxième partie qui pour moi est très importante, qui est la partie préventive, donc là qui va toucher vraiment le grand public, c'est de se dire qu'est-ce que je fais qu'est-ce qui m'arrive si je bois trop et que je prends la voiture. C'est une vraie problématique de santé publique, et aujourd'hui la réalité virtuelle, qui est une machine empathique, va permettre d'avoir un impact très fort, comme on le disait, aussi bien pour pouvoir vous faire partir une phobie que pour vous faire prendre conscience de quelque chose qui est dangereux pour vous. Donc il y a la partie préventive qui est très importante, et après la dernière partie par laquelle on a commencé, qui est la partie traitement, où là on va vraiment toucher le patient, et là on va effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, toucher pas mal de choses. Donc sur la formation, c'est très certainement le plus gros point aujourd'hui sur lequel ça fonctionne très bien, on apprend beaucoup plus vite, on est capable de créer des situations, énormément de situations. Je pense tout de suite moi à des travaux qu'on a fait avec le groupe Sanofi, où aujourd'hui quand ils vont apprendre à manipuler des virus, on imagine bien qu'avant ils le faisaient avec des vrais virus. Et qu'aujourd'hui on le fait plus avec des vrais virus. C'est quand même très dangereux de se dire quelle est la procédure en cas de contamination d'un laboratoire. On contamine pas le laboratoire. Donc dans la médecine, on voit que cet avantage est énorme. Alors dans une centrale nucléaire, vous imaginez les apports. Donc tout ce qui est chirurgie, etc., tout ce qui est process, ça fonctionne très très bien. Donc effectivement, la formation professionnelle, c'est très certainement un des plus gros points. Et après, la partie prévention et la partie traitement, c'est encore différent. Donc ça, c'est vraiment votre c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, c'est le storytelling dans une simulation. Le fait de faire apprend au cerveau à réagir par rapport à une expérience. Si vous l'avez déjà simulé de manière réaliste, le jour où vous la faites pour de vrai, ça se passe dans la vraie vie, vous avez des réflexes. Plus vous l'avez simulé, plus vous pourrez le faire. Le problème, c'est de savoir quel est le type de jeu sur lequel vous apprenez la simulation. Est-ce que vous apprenez comme simulation à tuer des gens ou à sauver des gens ? Ce ne sera pas le même résultat par rapport aux joueurs, d'où la responsabilité du game designer. Mais à la base, le jeu ne reste qu'une manière de raconter une histoire. On se base sur le réel, et c'est toujours le réel. Soit on le simule de manière dans un environnement réaliste. Nous, on n'a pas un environnement réaliste, mais on se base juste sur des exercices de répétition, de respiration. Si vous respirez d'une certaine manière, avec une certaine longueur pendant 8 minutes, votre corps, de manière physiologique, se calmera de toute façon. C'est juste une manière de le raconter. Donc il faut tout le temps se baser sur le réel. C'est ça qui est compliqué, c'est de se dire que ce n'est pas parce qu'on fait un jeu en virtuel avec des éléments créés dans un univers simulé que l'on n'a pas d'influence sur l'être humain. Et il y a un truc qui est assez délirant en matière de handicap, c'est pour rebondir sur le sujet tout à l'heure, c'est que dans le cadre de personnes qui ont eu des membres amputés et qui ont la sensation fantôme de toujours avoir le membre qui est présent et qui peut avoir des douleurs, le fait de leur mettre un casque dans lequel ils peuvent voir leurs membres, c'est-à-dire d'avoir vraiment l'extension de la main à l'intérieur du jeu, leur permet de faire passer la douleur. Pardon ? Sur les membres fantômes. Les membres fantômes, ça fonctionne tout le temps. Il y a mais ça les rend pas tristes, les gens, de pas du tout, ça leur fait disparaître justement les douleurs, parce qu'ils revoient vraiment leurs mains, ou leurs mains ou leurs jambes. Excusez-moi, justement sur le plan neurophysiologique, on comprend de plus en plus comment ça se passe, parce que
ça peut paraître paradoxal au départ qu'une personne qui a été, par exemple, amputée de l'avant-bras puisse être victime, et hélas, comme c'est très souvent, de douleurs, ce qu'on appelle la douleur du membre fantôme, qui sont des douleurs atroces. Et certaines de ces douleurs sont absolument intraitables, même par la morphine. Bon, ces douleurs sont atroces. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'amputation, sachant qu'on a des terminaisons nerveuses un petit peu partout dans toutes les régions de l'avant-bras, les zones du cerveau qui auparavant avaient l'habitude de recevoir des informations de ces zones-là, du jour au lendemain, elles n'en reçoivent plus. Comme elles n'en reçoivent plus, quelque part, il y a une sorte de... Les messages habituels, ils deviennent complètement brouillés et complètement indéchiffrables pour le cerveau, parce qu'il manque quelque chose. Et ce manque, ce brouillage d'informations peut se traduire par des douleurs. Qu'est-ce qui se passe quand on met la personne dans un environnement où il voit le membre qui lui manque et il a l'impression qu'il peut l'utiliser pour attraper une tasse ou quelque chose comme ça. Bon. À ce moment-là, cette vision, puisqu'il a la vision, va redonner du sens à son avant-bras qui n'était plus là. Et le fait de retrouver du sens grâce à la vision va influencer les connexions qui étaient dans la région du cerveau qui contrôle l'avant-bras et va faire qu'il va y avoir une réorganisation, plasticité cérébrale, une réorganisation des connexions grâce à la vision et le sens qui est à nouveau acquis va faire qu'il n'y a plus la sensation de douleur. C'est génial. C'est génial, non, vous ne trouvez pas ? Alors, tout ça, c'est effectivement magique. Quels en sont les risques ? Quels sont les risques de ces nouveaux outils ? Quels abus possibles ? Comme on a vu tout à l'heure, donc il y a plein de choses très positives. Comme si j'avais inventé le couteau, je peux couper ma viande, je peux faire plein de choses avec, et puis un couteau, je peux tuer quelqu'un. Donc la réalité virtuelle, ça reste qu'un outil, ça dépend de la façon dont on s'en sert. Donc si je suis capable d'enlever une phobie, je suis capable d'en créer une. Si je suis capable d'enlever une douleur, je suis capable d'en créer une. Enfin, oui, mais vous avez dit que c'était un outil empathique. Vous avez dit c'est une machine empathique. C'est une machine empathique. Mais qu'est-ce qui garantit l'empathie de cette machine ? Alors, c'est pas la machine qui est empathique, c'est le virtuel. C'est le game designer, mais il va créer l'empathie. Qu'est-ce qui me garantit que vous êtes quelqu'un de bien ? Je suis pas sûre. C'est bien le problème. Donc, qui vous contrôle ? Qui contrôle les game designers ? Justement, c'est ça qui est très intéressant, c'est que cette réflexion-là, moi je l'ai depuis très longtemps, de la responsabilité du game designer, comme ça peut être la responsabilité d'un artiste, d'un réalisateur, etc. Il y a un message, il y a un contenu émotionnel, il y a une empathie. Et ce qui est génial, c'est l'initiative qu'a pris VR Connexion, justement sur posons-nous des questions et posons-nous des questions avec des industriels et avec des gens qui fabriquent. C'est ça qui est important. Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, la technologie va tellement vite que le législatif ne peut pas suivre. Le cadre législatif ne peut pas suivre. Donc, la responsabilité, elle revient aux professionnels qui utilisent et qui ont ces usages-là, et donc principalement ceux qui l'utilisent sur beaucoup de gens. Aujourd'hui, le domaine de l'industrie, par exemple, dans le domaine de la formation, on voit très bien que ça coûte moins cher, par exemple, de former quelqu'un en réalité virtuelle que de le former de manière normale. Ça va plus vite, les effets sont meilleurs, mais est-ce qu'il y a un risque ? Et aujourd'hui, ces questions-là, personne ne se les posait. On s'est dit que nous, en tant que la génération quand même qui amène cette nouvelle technologie de manière à une grande diffusion, on n'avait pas envie, moi personnellement, j'avais pas envie d'être à l'origine de l'amiante, et je pense que 99,9% des chefs d'entreprise qui travaillent dans ce secteur-là n'avaient pas envie de le faire. On a déjà vu que c'était bien mieux de prévenir que de guérir. Donc on a été à l'origine effectivement nous on représente la filière nationale des technologies immersives, donc on représente toutes les entreprises françaises du secteur de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. On a dit aux chefs d'entreprise, est-ce qu'avec nous, on partirait en signant tous une charte de recommandation qui est au départ très basique, parce qu'au départ on était peut-être 5 ou 6 dans le comité d'éthique. Aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de personnes qui participent à la création de ce comité d'éthique, à la création de ces règles, ces recommandations. Donc maintenant, c'est comme je dis, on est sur des technologies nouvelles, donc un savoir empirique.
Donc plus on a de gens qui interviennent, plus on a de personnes qui interviennent, plus ces règles sont claires. Et aujourd'hui, on a sorti, donc il y a quelques mois de ça, la première charte de recommandation sur la création en réalité virtuelle, parce qu'il y a toute l'histoire. Il y a ne serait-ce que des règles toutes basiques qui sont donc vraiment dans la création sur vraiment le rôle du game designer en fait, en réalité virtuelle comme en réel, je n'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans mon champ, dans mon espace de vie. Quelqu'un, même en réalité virtuelle, ne sera pas plus à moins de 3 mètres de moi. Je ne touche pas quelqu'un en virtuel. Je ne touche pas la même chose quand on parle par exemple d'une agression sexuelle. Ça a été une des premières choses qui arrivait en réalité virtuelle. Comme ça, ça a été, on a mis plusieurs personnes en réalité virtuelle dans une pièce et puis il y en a un qui s'est amusé à toucher les fesses d'une autre personne en réalité virtuelle. C'est pas grave, c'est en virtuel. Eh ben, c'est très grave parce que c'est la même chose et que le cerveau le perçoit comme réel. Donc il y a toutes ces questions très simples qui sont on va dire de l'éthique, comme moi je le dirais, non scientifique. C'est de l'éthique, c'est du bon sens, voilà, mais qui est très important à mettre en place parce que le bon sens en général n'est pas respecté. Voilà. Alors c'est déjà tellement difficile dans la vraie vie, mais alors ça me paraît encore plus compliqué. Dans une réalité virtuelle. Et puis, ce qui me paraît bizarre dans votre histoire, c'est que vous êtes jugé parti, finalement. C'est comme si, dans le film qu'on a vu, c'est comme si la société qui a mis au point Sissi fixait des règles morales. On voit ce que ça donne, hein, franchement. Tout à fait. Alors, c'est parce que j'ai pas bien expliqué ce que je faisais. Alors. D'accord. Parce que moi, je ne produis rien. Moi, je représente les entreprises qui produisent. Oui, mais lui... Lui, il produit. Ah, d'accord. Et lui, il fait justement. Donc, on donne des préconisations aux gens qui produisent. Vous représentez les entreprises qui produisent. Mais je représente les entreprises qui produisent. Je représente aussi les entreprises qui commandent. Parce que la problématique vient assez rarement des gens qui produisent. Le problème va venir de l'industriel qui, lui, va avoir un résultat. Est-ce que ce résultat, je l'obtiens d'une façon éthique ou est-ce que je l'obtiens coûte que coûte ? Si effectivement, comme on le disait, un impact, si je veux que la personne s'attache à chaque fois avant de monter et travailler en hauteur, si en réalité virtuelle, quand elle s'attache pas, je la fais tomber et s'écraser le cerveau et qu'elle va voir son pote à l'hôpital pendant 2 jours, qui va très très mal, je vais le perturber. Peut-être qu'il retombera plus jamais, mais peut-être que il fera plus autre chose plus jamais. Et c'est ces questions-là. Donc c'est pour ça qu'un comité d'éthique, ça se fait pas tout seul. On est à l'initiative d'un comité d'éthique, mais il prend vie tout seul. Donc c'est effectivement des grands donneurs d'ordre, donc des grands industriels, des chercheurs, des scientifiques, des neurologues, des personnes de la vie. Vous pourriez très bien intervenir en tant que journaliste ou en tant que médecin. Si vous ne me mettez pas avec les serpents, moi, je viens quand vous voulez, franchement. Mais voilà, forcément, on n'est pas jugé parti, sinon ça ne marche pas. Est-ce que, alors en la matière, est-ce que l'éthique, c'est un peu comme l'écologie aujourd'hui? Est-ce que l'éthique est plus... Non, mais est-ce que l'éthique, on se rend compte qu'elle est plus rentable que le non-respect de la morale et de l'éthique, justement, en matière de réalité virtuelle? Il y a plusieurs difficultés, effectivement. D'une part, il y a une diversification des milieux dans lesquels la réalité virtuelle s'utilise. Donc ça voudrait dire une éthique qui est propre, enfin des éthiques qui sont propres à chacune de ces utilisations. Donc on voit que c'est extrêmement difficile. En ce qui concerne le milieu médical en tant que tel, l'une des premières choses, c'est de travailler effectivement comme n'importe quelle thérapeutique. C'est est-ce qu'on est sûr que ces thérapeutiques ont prouvé leur efficacité, d'une part. On a le recul maintenant nécessaire pour ça? Non, justement, pas sur toutes les situations, justement, mais au moins se mettre dans une situation d'évaluation constante, en fait. C'est vraiment... Et ça va devenir c'est déjà une obligation d'évaluer l'efficacité des... Alors, l'utilisation en milieu médical dans une thérapeutique, c'est une obligation qui dépasse le cas de la réalité virtuelle. Le médecin a une obligation d'avoir des pratiques qui sont conformes aux données acquises de la science. Quelle que soit cette science d'une manière générale. Donc la réalité virtuelle ou un médicament ou peu importe, dès lors que le professionnel l'utilise comme un moyen de thérapeutique, alors il doit s'assurer que cette thérapeutique est efficace et ne correspond pas à une perte de chance pour la personne qui l'utilise. Donc on contrôle l'usage thérapeutique de la réalité virtuelle comme on contrôle l'usage des médicaments. En théorie. Donc ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est effectivement tout ce qu'il y a autour. Quand on est effectivement sur du bien-être au sens large du terme, là les choses deviennent beaucoup plus floues. Et puis une autre problématique, elle est
elle est effectivement, oui, qu'est-ce qu'on souhaite d'une manière générale? Est-ce que la réalité virtuelle s'inscrit dans le cadre qu'on a évoqué aujourd'hui dans la table ronde, ou est-ce que ça s'inscrit dans un cadre qui est purement ludique? Et dans ce cadre-là, une personne voudra au contraire avoir accès à des choses qui ne seraient pas permises dans d'autres circonstances. Et c'est là qu'effectivement qu'intervient la difficulté. C'est une éthique, une réflexion, oui, mais sur quelle situation? Catherine Vidal. Oui, on voit bien parce qu'on peut faire des chartes, des grandes déclarations avec des règles éthiques qui sont recommandées. Encore faut-il qu'elles soient appliquées. Et si elles ne sont pas appliquées, qu'est-ce qu'on prend comme sanction? Alors là, on arrive dans le domaine juridique. Et on est loin d'être, à l'heure actuelle, dans un consensus qui ferait que, au niveau national ou international, il existe un certain nombre de pratiques qui fassent vraiment l'objet d'un consensus. En France, on a une particularité par rapport à d'autres pays. Enfin, moi, je parle de ce que je connais, c'est-à-dire la bioéthique. Je fais partie du comité d'éthique de l'INSERM, donc l'Institut national pour la santé et la recherche médicale. Et à l'heure actuelle, nous sommes en pleine révision des lois de bioéthique, avec différents types de sujets qui sont abordés. Et un des sujets abordés qui est dont on parle peu dans la presse, c'est en fait le développement de ce qu'on appelle les neurotechnologies. Donc là on approchait le sujet parce que là, on a parlé du cerveau, on a parlé de réalité virtuelle. Et bon, il existe, comme vous le savez, de plus en plus de dispositifs qui sont au départ, qui ont été faits pour réparer les cerveaux, avec un souci d'arriver en mettant par exemple des électrodes à l'intérieur du cerveau chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. On a des effets extrêmement spectaculaires qui aident de façon vraiment qui fait que la personne a moins de tremblements et que sa qualité de vie est largement améliorée. Donc on développe tout un tas de systèmes avec des stimulations électriques ou magnétiques du cerveau qui vont avoir des effets, des promesses thérapeutiques extrêmement, vraiment enthousiasmantes. Mais il y a le problème, c'est le détournement de l'utilisation de ces systèmes-là à des fins de confort, à des fins de bien-être personnel ou à des fins de surveillance des cerveaux. Et quand on voit ce qui se passe en Chine, on a quand même un peu froid dans le dos. Il existe des écoles dans lesquelles les élèves sont munis de casques qui enregistrent leurs ondes cérébrales et qui permettent à l'enseignant, pendant la classe, de voir si tel ou tel élève est attentif ou pas, si il est discipliné ou pas. Et les ondes cérébrales sont également envoyées en temps réel aux parents qui peuvent savoir si leur enfant fait ce qu'il faut en classe. La Chine qui est en tête sur le marché, non? Enfin, qui développe beaucoup ces technologies-là. Bon. Chine, États-Unis, France, c'est ça, non? C'est... Parce que la Chine est, on va dire, dans le numéro 1 dans le hardware, donc dans tout ce qui est création du casque en lui-même, très très loin au niveau de la création du contenu. Justement, ils travaillent beaucoup avec la France, qui crée du contenu. Après, c'est les États-Unis qui sont quasiment numéro 1, on va dire, sur les deux, sur le hardware et sur le software. Et je pense que c'est une vraie question aujourd'hui quand on parle d'éthique et de cette démarche-là. Effectivement, il y a le législatif qui doit intervenir à un moment, mais aujourd'hui, en tout cas, le législatif prend trop de temps par rapport à la technologie. Les industries et le monde va beaucoup plus vite que le législatif. Après, le législatif bouge, parce que nous, on a fait partie des lobbies qui essayons de faire bouger les choses. L'ANSE, donc l'Agence nationale pour la sécurité, qui est en train d'édicter des lois qui devront être respectées, où il y aura effectivement une partie punitive si ces choses ne sont pas respectées, mais qui doivent se baser en fait à la base sur le corps experts, c'est ce que je disais en préambule de notre table ronde. C'est à nous les experts qui devons avoir l'intelligence et la morale de se dire là je vois qu'il y a un problème parce que l'État ne sait pas ce qui est en train de se passer dans cette technologie-là et aujourd'hui et tout à l'heure on le voit bien, comme je le dis même à cette table, on est quand même des connaisseurs du secteur, de se dire on mélange IA, réalité virtuelle, réalité augmentée et donc c'est aux experts de dire il y a ça
qui est important, et ça, faut mettre le doigt dessus, et après, à eux de légiférer dessus. Donc nous, c'est vraiment notre rôle, c'est plutôt des avertisseurs. Et ça, pour moi, c'est très important. Et aujourd'hui, une vraie question aussi qu'on a à se poser, c'est, comme on le disait, vu qu'on est capable d'analyser les ondes cérébrales, hein, dans la réalité virtuelle, on est capable de savoir tout ce qui se fait. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est très pertinent dans la formation. Je suis obligé de faire la formation. Je ne peux pas regarder mon téléphone, sortir. Non, je suis enfermé dans le casque et je n'ai pas le choix de faire la formation. Mais je peux récupérer toutes les informations sur ce qui se fait. À quel endroit je regarde, combien de temps je regarde, comment je regarde, à quelle vitesse je réponds à une problématique. Donc je vais avoir mon quotient intellectuel qui va pouvoir être détué, etc. Et c'est ces choses-là. Est-ce qu'on a envie aujourd'hui que ces choses-là et ce contrôle-là, il soit fait par l'OS, par le système d'exploitation de Facebook, ce qui est le cas aujourd'hui en France, ou est-ce qu'on a envie que ça soit des systèmes français ou européens, à minima, qui dirigent ces choses-là? C'est toute la problématique pour laquelle nous, on est financé en partie par le gouvernement, et pour cette raison aussi que la Commission européenne nous aide. Parce qu'aujourd'hui, donner la responsabilité de nos cerveaux aux GAFAM, est-ce que ça, moi, c'est ça qui me paraît le plus inquiétant, plus que la technologie qui n'est qu'un outil, c'est qui l'utilise. Oui, c'est bien dans ce sens-là qu'il y a des nouveaux articles de loi justement qui ont été rédigés à l'occasion de la révision des lois de bioéthique pour justement tenter de protéger les données cérébrales. Hein, parce que les données cérébrales, ce sont des données personnelles qui doivent être à tout prix protégées, et dans l'état actuel, tout ce qui est enregistré comme activité cérébrale, que ce soit dans des casques de bien-être pour le sommeil, ou que ce soit dans des cadres plus thérapeutiques, même dans les véhicules. Vous savez, maintenant, il y a des systèmes où on regarde le mouvement des yeux pour savoir si le conducteur est attentif ou pas. Un jour ou l'autre, bien sûr, les conducteurs auront des casques qui fait que s'ils sont moins attentifs, il y aura un bruit qui les réveillera, etc. Enfin bref, il faut que... Le problème, c'est que ces données cérébrales aient un statut en tant que tel sur le plan de la protection, un peu, si vous voulez, comme on protège les données génétiques, qui sont des données personnelles, il faut protéger les données cérébrales. Et l'enjeu derrière est énorme parce que ça va se développer de plus en plus. Ça ressemble à un mot de la fin qui me plaît bien, mais je vous redonne la parole si vous la souhaitez. J'en ai pas tellement l'impression, mais... Il n'y a pas de micro qui se balade. Mais si, ils peuvent, les personnes qui ont envie de poser une question peuvent s'approcher de ce micro-là, qui effectivement ne se balade pas, mais qui vous permettrait... Ah, merci monsieur. Bonjour, j'ai pris un petit peu la conférence en retard, mais je voudrais savoir quel est l'effet de la réalité virtuelle, notamment sur la dépression, vraiment, parce que je n'ai pas bien compris. S'il y a une possibilité. En réalité virtuelle, vous pouvez répondre, je pense, non? Alors, sur la dépression en tant que telle, je ne sais pas. Mais par contre, effectivement, il y a de l'utilisation thérapeutique d'une manière générale de la réalité virtuelle à appliquer à certaines pathologies. On sait que ça peut être aussi utilisé en psychiatrie, notamment dans le traitement des addictions en tant que telles. Concernant la dépression, je ne sais pas pour l'instant, mais voilà, il se trouve qu'en médecine, on a une bibliothèque qui s'appelle PubMed, P-U-B-M-E-D, qui permet finalement en temps réel d'avoir accès à l'ensemble des publications scientifiques à l'échelle mondiale. Et du coup, si admettons qu'un médecin souhaite utiliser la réalité virtuelle et se demande qu'est-ce qu'il peut faire pour la dépression, eh bien il écrit réalité virtuelle, enfin plutôt en anglais virtual reality et dépression, et puis il aura accès à l'ensemble des publications. Des gens qui, quelque part dans le monde, ont essayé effectivement d'utiliser la réalité virtuelle appliquée à la dépression, à utiliser des méthodologies qui sont acceptées par la communauté scientifique au sens large du terme, et puis ensuite voir ce qu'il est possible de faire et si ça marche ou pas. Et ce qui est recommandé, c'est de faire cela pour l'ensemble des utilisations appliquées à la médecine de la réalité virtuelle. Merci. Après, pour répondre du coup sur effectivement aussi sur la partie dépression, et en fait je vais faire la même réponse que d'habitude, comme ça effectivement ça montre que c'est toujours redondant, c'est qu'au final forcément oui, il y a une application de la réalité virtuelle pour la dépression, j'en suis certain, elle existera un jour. À quel moment de la thérapie il faudra l'utiliser, de quelle façon il faudra l'utiliser, c'est l'outil et c'est ça qu'on recherche aujourd'hui, plutôt que savoir est-ce que ça a une utilité. Ça a toujours une utilité. Don, ça peut pas faire de bien pour ça? Ça dépend du type de dépression.
C'est ce qu'on disait. Voilà. Nous, on sait qu'on nous a approchés, par exemple, par rapport à Dawn en psychanalyse. C'est pour pouvoir avoir des simulations directement de symboles analytiques qui soient adaptés à des problèmes de patients. Et donc, oui, effectivement, ça peut fonctionner, mais ça doit être particulier, suivi par un psychanalyste, par des médecins, etc. Nous, ce que je vous répète, c'est nous, on est un support et on fait du storytelling. Le jeu est une manière d'apprentissage. La question est de savoir qu'est-ce que je vais faire apprendre aux joueurs à l'intérieur de mon expérience. Donc, si c'est encadré par des lois, si c'est encadré par un label éthique, si c'est encadré par des mutuelles, si c'est encadré par des scientifiques, moi je suis carrément preneur, au contraire. Moi ce que j'attends surtout, c'est qu'il y ait une responsabilité même du consommateur, qui à un moment se pose la question aussi de savoir, le produit qu'il achète, est-ce que ça lui fait du bien ou pas? Est-ce que le jeu qu'il achète pour ses enfants, est-ce que dedans il y a une loupe qui va faire que son enfant va être en situation de stress et se taper des crises parce qu'il est en frustration totale de son jeu vidéo, et ainsi de suite. Donc il y a aussi une responsabilité de lecture et d'achat de part du consommateur, mais si on lui offre un label aussi qui dit, voilà, il y a une réflexion éthique des sociétés de production de jeux en réalité virtuelle ou jeux vidéo qui est validée par un consortium de professionnels et d'experts, déjà, ça nous permettra d'aller plus vite, plus loin et plus rapidement que d'attendre un modèle législatif sur ce type de produit. C'est clairement ce qui s'est fait dans le domaine du jeu vidéo avec le PEGI. Le PEGI, ce sont des entreprises du jeu vidéo européennes qui sont réunies et qui ont dit stop, aujourd'hui on fait n'importe quoi. Aux États-Unis, ils nous balancent des jeux où il y a des zombies et c'est des enfants de 6 ans qui jouent dessus. C'est pas possible. Donc il y a les entreprises qui se sont réunies, qui ont créé l'association PEGI, aujourd'hui tout le monde connaît, le PEGI 18, PEGI 10, etc. Et ce qui maintenant est devenu associatif, et maintenant il n'y a plus les créateurs dedans. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est très souvent ceux qui sont à l'origine de ça, parce qu'ils se rendent compte de la gravité, et après c'est repris par la communauté globale. Juste effectivement pour rebondir sur ce qui a été dit là, c'est effectivement pour avoir le droit d'être autour de la table et de définir une éthique, encore faut-il effectivement développer cette technologie. Et voilà, on sait que sur d'autres domaines, notamment touchant à la santé environnementale, bien souvent nos conceptions ne s'imposent pas, précisément parce qu'on n'est pas à la pointe juste sur ces conceptions. Typiquement, on évoquait l'exemple d'autres pays. Si effectivement d'autres pays sont les maîtres entre guillemets de cette technologie, forcément ce sont eux qui vont imposer leur système de valeurs propre à ces technologies. Donc du coup il faut effectivement appuyer notre tissu industriel, la recherche, pour avoir le droit de pousser, je dirais, nos systèmes de valeurs. Et juste par rapport à ce qui a été dit sur le côté automatique de l'utilisation de l'application de VR aux pathologies, aux différentes situations thérapeutiques, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours souhaitable. Prenons l'exemple de les psychoses en psychiatrie. On sait très bien que la téléconsultation, on pourrait comme ça se dire, oui, c'est utile dans toutes les situations. Non, on sait que dans le cadre des psychoses, c'est absolument pas adapté. Donc je pense que aussi sur la réalité virtuelle, je suis pas sûr que l'ensemble des situations thérapeutiques se prêtent à la réalité virtuelle en tant que telle. Merci à vous. Merci, monsieur, pour votre intervention, votre question. Et on poursuit nos tables rondes. À 15h45, merci Catherine Puiseux, on parlera du sport comme facteur de lutte contre l'exclusion. Et j'aurai la chance d'accueillir, entre autres, Larbi Ben Boudaoud, qui est champion olympique de judo et coach de l'équipe féminine de judo. Je me serais bien protégée là à 15h45. Merci à vous en tout cas.